Bienvenue sur le plateau de Cardio Online au sein des JSFC 2022. Je m'appelle Guillaume Bonnet, je suis cardiologue au CHU de Bordeaux. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Vincent Offrette du CHU de Rennes. Bonjour Vincent. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Alors nous allons parler aujourd'hui des troubles de conduction post-TAVI, une problématique qui est totalement d'actualité, notamment face à l'élargissement des indications, notamment chez les patients jeunes. Alors quelle en est un petit peu la fréquence et actuellement où on en est au niveau de cette problématique des troubles de conduction post-TAVI, Vincent? Comme tu l'as dit, ça reste une problématique tout à fait actuelle avec l'élargissement des indications vers des patients plus jeunes et probablement moins comorbides, qui sont plus susceptibles de voir apparaître des effets néfastes de ces troubles de conduction, bloc gauche large ou stimulation ventriculaire droite fréquente. Donc c'est une problématique qui reste aujourd'hui, à mon sens, la problématique la plus fréquente des TAVI, puisqu'on a dans Partner 3 6,5% d'implantation de pacemaker à 30 jours, 17,5% dans Evolute Low Risk et 22% de blocs de branche gauche persistants dans Partner 3, ce qui est supérieur à ce qu'on peut observer en chirurgie globalement. Donc, ça reste une problématique fréquente avec laquelle il faut traiter. Donc une problématique actuelle, un peu la complication post-TAVI encore pas totalement réglée. Est-ce qu'il y a des facteurs prédictifs? Est-ce qu'on a des outils pour stratifier ce risque chez nos patients? Alors tout à fait, il y a des facteurs prédictifs. Le facteur prédictif le plus consistant dans les études, c'est le bloc de branche droit. Le bloc de branche droit, il a été associé à des taux de pacemaker de l'ordre de 40% à 30 jours. En ce qui concerne les autres troubles conductifs à l'état basal, le BAV1 a également été associé à un surrisque dans certaines études, mais c'est moins constant. Et puis, je dirais qu'ensuite, en préopératoire, il y a des éléments qui sont liés à la planification de la procédure, que ce soit le type de valve, il y a encore un surrisque avec les valves auto-expandables, le degré de dilatation qu'on va occasionner sur l'anneau aortique et la chambre de chasse, la profondeur d'implantation des valves, et anatomiquement au niveau du patient, on peut également analyser sur le scanner l'existence de calcification dans la chambre de chasse, notamment sous la cusp non coronaire, et également la longueur du septum membraneux et notamment la distance qui sépare l'anneau théorique qu'on va mesurer au scanner et l'extrémité inférieure de ce septum membraneux qui est un facteur prédictif de troubles conductifs post-procédure. Alors malheureusement, ce septum membraneux, il est constant chez nos patients, on ne peut pas le changer. Est-ce qu'on a finalement encore une marge de manœuvre? Est-ce qu'on a encore un petit peu des leviers à actionner pour arriver à diminuer cette complication chez nos patients? Alors tout à fait, il y a des leviers. Il y a un premier levier qui porte, je pense, sur le monitoring pré-procédural, puisque les études de monitoring pré-procédural montrent que 3% des patients candidats au TAVI font des troubles conductifs de haut degré avant la procédure, et que 30% des gens qui finissent par être implantés d'un stimulateur présentaient en fait des troubles conductifs avant la procédure. Donc artificiellement, pour diminuer les complications de la procédure, on pourrait faire du monitoring et 30% des troubles qui seraient en fait liés au patient et pas seulement liés à la procédure. Okay. Premier élément. Deuxième élément, c'est les éléments de procédure, justement. Donc, ce qu'on peut faire pour la procédure, c'est bien choisir notre valve en fonction du patient et privilégier autant que faire se peut des valves balloon expandable, expandables à ballonner, en bon français, chez des patients à haut risque de troubles conductifs. Privilégier une implantation sans prédilatation lorsque c'est possible et éviter la post-dilatation au ballon dont on sait qu'elles vont induire des traumatismes sur les voies de conduction. Et puis, utiliser des techniques un peu plus récentes comme la technique de superposition des cuspes coronaires, ou cusp overlap, lors de l'implantation pour atteindre des positions d'implantation très hautes de nos prothèses. Ouais. Je crois que la question du cusp overlap technique pour l'implantation, c'est vraiment un nouveau gold standard et elle nous permet de délivrer la valve au millimètre. Totalement, c'est un message très fort. Merci beaucoup Vincent. D'autres petites questions peut-être un peu plus innovantes. La place du monitoring ambulatoire chez les patients post-TAVI qui fait son apparition dans les recommandations. Finalement, quel est ton regard sur ce monitoring ambulatoire post-TAVI? Tout à fait, effectivement, tu l'as souligné, les recommandations européennes font un chapitre dédié à ces troubles conductifs post-TAVI en 2021 et elles font apparaître, selon l'indication en classe 2A ou 2B, le monitoring ambulatoire et les explorations électrophysiologiques. Alors, le monitoring ambulatoire, il a été un peu plus évalué, peut-être un peu mieux évalué que les explorations électrophysiologiques à l'heure actuelle. Ce qu'on peut en retenir, c'est que selon le type de monitoring et la durée de monitoring qu'on va faire, on va avoir environ 4-5% de troubles conductifs de haut grade 15 jours après le TAVI, 8-9% 30 jours après le TAVI et environ 11-12% à 1 an après le TAVI, dans une population tout venant. Donc on voit que l'essentiel des troubles se situe dans les premières semaines qui suivent ta vie. Et si on doit aller vers du monitoring, il faut probablement privilégier
des dispositifs qui permettent un monitoring court de 2 à 4 semaines. Et probablement qu'avec ça, on pourrait diminuer un certain pourcentage de pacemakers qui sont finalement indus qu'on implante par sécurité à des patients qui n'en auraient pas besoin au moment de la phase hospitalière. Néanmoins, il faut quand même souligner que le monitoring tel qu'il a été fait dans les études essentiellement d'ailleurs nord-américaines est à mon avis difficilement transposable à la pratique française, à nos moyens humains, à nos moyens matériels et à nos moyens de télécardiologie actuels. Et donc il faudra forcément renforcer significativement ces moyens de télécardiologie si on doit aller vers du monitoring de ces patients post-avis, en vraisemblablement les patients à plus haut risque, comme les patients avec un bloc de branche gauche très large ou un intervalle PR très allongé par exemple, ou les blocs de branche droite. Et ouais, finalement, ce que je retiens, c'est que éviter de mettre un pacemaker à des patients qui n'utiliseront finalement jamais à distance, ça nécessite de développer une vraie filière de télécardiologie au sein de nos filières structurelles, et c'est peut-être aussi un des défis. Bon, merci beaucoup Vincent pour cette actualisation très claire. On retient les messages d'une complication qui est très fréquente, sur laquelle on a beaucoup de solutions, une diminution très nette quand même du pourcentage de pacemakers qui maintenant arrive aux alentours de 12-15% dans les registres français. Donc on est loin des premiers pourcentages de 25% des premières pratiques. Donc c'est extrêmement positif. Merci encore. Merci Guillaume, merci à tous.